Bonjour tout le monde. On peut enlever nos masques, docteur, puisque... Je suis chargé d'animer aujourd'hui ce point de presse du gouvernement, en compagnie du docteur de Grélan. Nous allons vous faire un point de situation sanitaire. Et puis, en deuxième lieu, faire un point sur les mesures d'adaptation qui ont été décidées la semaine dernière par le gouvernement. Et parler aussi plus précisément de notre structure hospitalière de Gaston-Bourré, où on connaît quelques tensions, bien entendu, dues à la situation sanitaire du pays. Malheureusement, ce week-end, nous avons, dans notre pays, dépassé le nombre de 200 morts. Et depuis dimanche, un décès supplémentaire est à déplorer, ce qui porte à 201 le total de nos morts depuis le 9 septembre dernier. 20 nouveaux cas positifs ont été confirmés, ce qui comptabilise l'ensemble de nos malades depuis le 6 septembre à 9186 cas positifs. Le taux d'incidence cumulé sur les 7 jours se situe aujourd'hui à 322 pour 100 000 personnes. À l'heure actuelle, 55 patients sont pris en charge au service de réanimation du CHT et 237 personnes sont hospitalisées en unité Covid sur l'ensemble du territoire. 64 personnes reconnues positives sont sous surveillance dans un hôtel, 50 en province sud, 14 dans les îles et 5 dans le nord. Au sujet de la vaccination, hier, 10 octobre, seulement 433 personnes ont été vaccinées. Donc à ce niveau-là, il va falloir que l'on redouble d'efforts parce qu'il faut vraiment que cet indicateur-là augmente au niveau du pays. Depuis le début de la campagne, nous avons 163 236 personnes qui ont reçu la première dose, 123 577 personnes ont reçu les 2 doses de vaccin. Ce qui fait qu'à ce stade, 53,4% de la population vaccinable et 45,6% de la population totale ont reçu un schéma vaccinal complet. Le gouvernement a décidé la semaine dernière de rentrer dans un processus de confinement adapté. Pour autant, le message que l'on souhaite porter aujourd'hui, c'est de dire que nous ne sommes pas sortis d'affaire, que la maladie est toujours présente parmi nous et qu'il faut que les Calédoniens poursuivent dans leur vigilance, poursuivent dans leurs actions de prudence parce qu'il faut garder la mobilisation contre le Covid. Les taux d'incidence sont toujours surveillés par le gouvernement. Les 3 taux qui ont été indiqués par le président du gouvernement la semaine dernière, à savoir le taux d'incidence, le taux de vaccination et le taux de saturation du système hospitalier. Les mesures d'adaptation qui ont été adoptées par le gouvernement ne doivent pas nous inciter à faire n'importe quoi. L'évolution des mesures sanitaires du 11 au 17 septembre inclus permettent au gouvernement de mesurer la portée de ces incidences-là et, le cas échéant, de prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Depuis ce matin jusqu'à dimanche inclus, l'attestation de circulation n'est plus nécessaire pour effectuer les déplacements autorisés entre le domicile, le travail, pour aller faire ses courses ou pour des raisons de santé. La promenade est limitée à 3 heures dans un rayon de 10 km autour de la maison. Comme vous le savez, le couvre-feu est désormais fixé à 22 heures, de 22 heures à 5 heures du matin. Un certain nombre de mesures d'adaptation vont petit à petit être préparées cette semaine, notamment la remise en route des transports terrestres. Et je pense qu'à partir de mercredi, le réseau rail pourra de nouveau circuler. Le télétravail, par contre, est toujours à privilégier pour ceux qui le peuvent.
Il y a un certain nombre d'activités qui sont autorisées avec protocole. C'est ce qu'on appelle l'adaptation du confinement, qui permet dès aujourd'hui la réouverture d'un certain nombre d'activités dans les domaines du commerce, des services, de l'enseignement, du sport et de la culture. Donc à ce titre, le pass sanitaire, il n'est pas nécessaire pour les marchés, les commerces, les centres commerciaux, les transports publics terrestres. Ce pass sanitaire, par contre, il doit être produit sur un certain nombre d'activités où il faut qu'on maintienne notre prudence et notre vigilance. Il s'agit des restaurants, des salles de sport, des musées et établissements culturels, les bibliothèques, les prestations de services à la personne, coiffeurs, et ainsi de suite. Ainsi que les établissements de santé sociaux et médico-sociaux. Ce pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les transports aériens domestiques et aériens et maritimes. À partir de demain, les établissements scolaires de second degré, publics et privés, accueilleront les élèves. Ces modalités d'accueil ont été fixées par les autorités dans le respect des protocoles sanitaires qui ont été élaborés en partenariat avec l'ADAS. Vous le savez tous, la rentrée du primaire est programmée pour la semaine prochaine. On a aussi souhaité réglementer un certain nombre d'activités dans le sens de toujours maintenir cette vigilance de nos populations. Les activités réglementées, ce sont les loisirs nautiques individuels, les activités physiques collectives en milieu ouvert mais limitées à 10 personnes, les rassemblements amicaux, familiaux, religieux ou coutumières, toujours jusqu'à 10 personnes. La chasse et la pêche sont autorisées dans le cadre d'une pratique d'autosuffisance, mais la navigation de plaisance, la pêche de loisirs reste interdite. Il y a un certain nombre d'activités qui continuent à être interdites. Ce sont les nekamal, les bars, les discothèques, les compétitions sportives, la baignade, les piscines municipales, les activités physiques collectives de plus de 10 personnes et les rassemblements amicaux, familiaux, coutumiers qui dépassent les 10 personnes. Les salles de jeux, bingo et casinos, bien entendu, sont fermées. Les cinémas, théâtres et salles de spectacle sont également fermés. Je le disais en amont, la maladie est toujours présente dans notre pays. Les indicateurs que surveille le gouvernement, à savoir le taux d'incidence, le taux de vaccination et surtout le taux de saturation du Medipol, nous conduisent aujourd'hui à continuer à appeler la population calédonienne à la prudence, à la vigilance et au respect des gestes barrières. Face à la difficulté du Medipol, le gouvernement a décidé, dans sa collégialité de vendredi dernier, de faire appel à l'armée pour venir au soutien du CHT Gaston Bourré. Ça consistera à l'ouverture d'une partie, mais le docteur parlera mieux que moi, de la prise en charge de malades par le service des armées, toujours dans une salle dédiée à l'hôpital Gaston Bourré. Et dans l'intervalle, et afin de soulager les services du CHT, un pont aérien sanitaire est établi avec la France en partenariat avec Air Calin pour pouvoir évacuer nos malades, s'il le faut, vers les centres hospitaliers de métropole. Sur cette partie de la prise en charge des malades au niveau du CHT Gaston Bourré, cette difficulté de saturation d'hôpital, la venue du service de santé des armées et sur la mise en place d'un pont aérien, en quelque sorte, entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Je vais laisser le docteur Delegant préciser les mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement vendredi dernier. Docteur. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et bonjour à tous et à toutes. Le Medipol, aujourd'hui, est un bon marqueur de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons beaucoup de patients encore aujourd'hui hospitalisés. Nous avons plus de 200 patients hospitalisés aujourd'hui, dont plus de 50 en réanimation,
et plus de 150, environ 150, dans les services de secteur de médecine. L'épidémie fait aujourd'hui encore que tous les jours, une vingtaine de patients sont hospitalisés dans l'hôpital avec des Covid parfois graves. C'est un marqueur d'activité de cette maladie encore au sein de la population. Et aujourd'hui, un point particulier concerne le service de réanimation, puisque vous savez que les malades hospitalisés en réanimation restent longtemps hospitalisés, que parfois ces malades doivent être intubés pour pouvoir favoriser la respiration de la meilleure qualité possible. Et donc, les patients intubés restent souvent assez longtemps. Les projections qu'on peut faire sur les prochaines semaines montrent que notre saturation actuelle de plus de 90% de la réanimation devrait se maintenir encore. Parallèlement à ça, la levée progressive du confinement et le confinement adapté que connaissent les Calédoniens va être à l'origine d'activités qui vont, même si elles sont réglementées, sûrement pourvoir à nouveau à des accidents, des maladies, des décompensations. Et beaucoup de patients qui ne sont pas venus pendant 1 mois et demi à l'hôpital, qui n'ont pas consulté ou qui ont arrêté leur traitement, vont décompenser des maladies chroniques, comme c'est déjà le cas depuis vendredi, aux urgences. Donc notre service de réanimation va devoir absorber ces patients, les traumatisés de la route et autres maladies chroniques décompensées. Et donc, actuellement, nous n'avons que 10 lits de réanimation non Covid pour 61 lits de réanimation Covid, ce qui représente beaucoup de lits pour notre petit territoire, mais néanmoins, une offre de soins insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle, au vu de la longueur des patients hospitalisés, des hospitalisations Covid et de la possibilité de plus de malades qui arrivent dans les jours à venir, nous avons demandé l'aide qui a été proposée par l'armée, le service de santé des armées, de créer une offre de soins de 10 lits supplémentaires au sein du CHT, avec une équipe qui arriverait de métropole. La demande a été faite et j'en remercie sincèrement le gouvernement, officiellement, je crois aujourd'hui ou hier. Donc cela nous permettra de soulager nos lits de réanimation et d'accueillir au mieux à la fois les patients Covid, ceux qui ont besoin de réanimation et qui, pour l'instant, n'arrivent toujours pas à en bénéficier. Ce sont des malades qui sont encore sous forte dose d'oxygène au sein de services médicaux et qu'on souhaiterait transférer en réanimation. Quand il n'y a pas de place, on ne peut pas les transférer. Et aussi des malades qui sont dans les services de réanimation non Covid et qui risquent d'augmenter. Donc cette offre de soins, elle est très importante pour les Calédoniens, pour ne pas qu'il n'y ait de perte de chance, tant pour les patients Covid que pour les patients non Covid accidentés ou en décompensation de maladies graves. Donc c'est une opportunité que beaucoup de pays ont saisie. Vous savez qu'en métropole, ils ont fait des échanges de malades entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et d'autres territoires ultramarins ont pratiqué aussi ces transferts dont vous avez parlé, qui peuvent être aussi des transferts de malades directement sur la métropole. Donc ces deux options ont été demandées par le Medipôle au gouvernement vendredi pour pouvoir avancer, et elles sont travaillées par effectivement différentes solutions, dont la solution Ercalin, effectivement, qu'on va peut-être saisir assez rapidement selon le nombre de patients qu'on pourrait transférer. Voilà, donc c'est une solution qui est importante aussi pour l'offre de soins de tous ceux qui vont arriver et de tous ceux qui sont déjà là, pour une offre de soins de meilleure qualité possible. Donc la réanimation est toujours en tension. L'hôpital est toujours aussi soumis à beaucoup de malades inhabituels. 200 supplémentaires par rapport à d'habitude sur un hôpital de 500 lits. C'est beaucoup. Les personnels sont fatigués. Les personnels vous remercient de toutes les bonnes intentions, les volontaires, mais aussi toutes les marques de remerciements qui sont arrivées très nombreuses et qui nous ont beaucoup touchés. Donc je voulais vous le dire très sincèrement. Mais on est aussi frappé par le nombre de morts et j'adresse toutes mes condoléances aux familles endeuillées. Parfois plusieurs deuils au sein d'une même famille, et des deuils qui sont très difficiles à faire dans ces circonstances et qui sont beaucoup plus marquants que d'habitude. Et nous en avons parfaitement conscience. Et nous sommes vraiment désolés quand ces deuils sont compliqués. C'est des traces qui sont souvent très difficiles
à faire partir et j'imagine que ça prendra du temps. L'hôpital est donc en tension toujours, même si il y a une amélioration nette, une décroissance nette du nombre de patients hospitalisés. Et donc, nous avons peur que la levée progressive du confinement adapté puisse engendrer une deuxième vague. C'est une peur qui n'est pas irraisonnable, puisqu'elle a été vécue dans de nombreux pays et elle est même prévisible. Cette deuxième vague, qui est prévue selon les comportements des Calédoniens, je vais y revenir, cette deuxième vague, elle pourrait être à l'origine d'une saturation à nouveau d'un hôpital qui serait déjà re-rempli par des malades qui seront difficiles à faire sortir et des équipes déjà extrêmement fatiguées. Donc, c'est le deuxième point. Je souhaiterais vraiment insister sur le comportement et sur le civisme de tous les Calédoniens. C'est pas la fin, c'est pas terminé. On a tous besoin de liberté, on a tous besoin de prendre des vacances, de sortir, de voir la famille, d'aller voir nos vieux qu'on n'a pas vus, d'aller à la plage. On a tous besoin tous envie de prendre un bateau, d'aller au cinéma. Mais aujourd'hui, vraiment, faites attention. Le variant Delta est un variant extrêmement contagieux qui n'oubliera pas de se transmettre de l'un à l'autre sans que vous vous en rendiez compte et qui ensuite pourra contaminer 6 personnes à partir d'une seule au sein de familles où certaines personnes ne sont pas encore vaccinées et où vous savez que l'obésité est toujours un facteur majeur de gravité en Calédonie et qu'on a des formes très graves chez des gens jeunes de moins de 50 ans mais qui présentent une obésité importante. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Il faut poursuivre la vaccination parce que le taux de vaccination est encore insuffisant pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de morts dans les prochaines semaines. Donc nous craignons une augmentation de l'épidémie dans 15 jours à 3 semaines. Nous craignons une augmentation des morts. Nous craignons une resaturation des services hospitaliers et nous appelons tous les Calédoniens en ce jour d'annonce très positive pour toute la population et dont on va tous bénéficier, mais nous appelons à la plus grande vigilance parce que les choses peuvent mal tourner pour nous tous et nous devons tous en avoir conscience et prendre nos responsabilités. Profiter aussi de ce temps pour une vaccination qui n'a pas terminé son chemin, je l'espère. N'oubliez pas que les deuxièmes doses et les troisièmes doses sont importantes, que la vaccination n'est pas terminée après la première injection et que nous devons aller plus loin où nous sommes allés aujourd'hui. Voilà. Si vous permettez, les derniers points que je voudrais aborder, c'est un point positif sur le nombre de patients qui ont été pris en charge au Medipôle en un mois. En un mois, nous avons pris en charge près de 1300 patients Covid. Aujourd'hui, il en reste 200. Il y en a 178 qui sont décédés malheureusement. Tous les autres sont sortis. Et sur tous les patients qui sont sortis, dont 80% en hôtel, tous sont sevrés en oxygène. C'est un résultat exceptionnel qui est le fruit d'un travail considérable de coordination avec les hospitals que nous souhaitons bien entendu conserver, et notamment dans l'espoir de l'absence de deuxième vague. On ne doit pas faiblir dans nos efforts de coopération et de travail tous ensemble. Voilà les messages que je voulais délivrer aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, merci docteur. Donc du 11 au 17, c'est sûr que nous sommes dans une période de confinement adapté. Ces mesures pour alléger un peu notre confinement, c'est pour que notre pays, pour que chacune reprenne un peu goût à la vie, reprenne un peu vie. Pour autant, ce qu'il faut que les uns et les autres sachent, c'est que la crise sanitaire est toujours là, est toujours réelle. Donc il s'agit pour nous de redoubler d'efforts, de faire un peu plus preuve de vigilance, de solidarité peut-être entre nous, de faire attention au respect des gestes barrières. Et surtout, comme aujourd'hui on ne cesse de le dire, le seul moyen de se protéger contre cette maladie,
c'est bien de se faire vacciner. Et pour ceux c'est celles qui peuvent encore se faire tester pour que nous mesurons réellement la présence du Covid en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous m'autorisez à rajouter un tout petit mot ? Oui, docteur, si vous voulez rajouter quelque chose, bien entendu. J'ai oublié. J'ai oublié. Un des messages les plus importants, c'était le 3e point, c'était le test. Aujourd'hui, on a très peu de personnes qui sont testées, pas assez. Donc, on n'a pas d'image de l'épidémie en population. Donc, voilà. Si se faire vacciner est important, se faire tester l'est aussi. Et si vous avez le nez qui coule, si vous avez un peu de fièvre, allez vous faire tester auprès de votre médecin traitant parce que vous avez le Covid. Voilà. Et allez-y, parce que si vous y allez, on pourra vous prendre en charge rapidement, on pourra éviter une aggravation dans la semaine qui suit, on pourra vous surveiller, on pourra éviter la contamination au sein de votre famille. Donc, allez vous faire tester. À l'heure où vous ressortez de vos domiciles, allez vous faire tester au moindre doute. C'est comme ça que vous protégerez, et comme ça, vous protégerez aussi les autres. C'est vraiment important. Bonjour, Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu. Est-ce qu'on a une idée du nombre de premières doses qui ont été injectées depuis l'annonce du pass sanitaire et s'il y a eu une augmentation ? L'annonce du pass sanitaire, il faudrait qu'on comptabilise peut-être depuis l'annonce du pass sanitaire la semaine dernière. On fera passer l'info, oui. Certainement, oui. J'ai une autre question concernant les transferts en métropole. Combien de personnes pourraient être transférées en métropole et quels sont les critères pour être transférées en métropole ? Le docteur entrera dans les aspects médicaux, mais peut-être pour préciser, depuis le 22 septembre dernier, Air Calédonie International travaille déjà pour pouvoir équiper l'un des A330 en civière pour pouvoir embarquer les malades couchés, bien entendu, avec l'assistance respiratoire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la compagnie est en capacité de transporter 5 malades couchés, et en plus des autres personnes qui peuvent être assises. Mais le choix de ces malades-là, c'est bien sûr, ça relève du médical. Donc, docteur De Gland, si vous pouvez préciser la question. En tout état de cause, cette opération-là est faite en concordance avec France Assistance. Merci. Aujourd'hui, il y a plusieurs options. A priori, l'important, c'est de pouvoir transporter des patients intubés, ventilés, stables, qui ne sont pas en train de s'aggraver ou qui n'ont pas une complication. Donc, c'est une proportion de nos patients. Ce n'est pas tous les patients, c'est une proportion. Ensuite, il faut bien sûr l'accord, non pas du patient, puisqu'il ne pourra pas le donner, mais de sa famille, puisque c'est un transport à l'autre bout du monde. Donc, l'accord de la famille. Ça peut avoir un intérêt, notamment sur la rééducation. C'est un point qu'on pourrait discuter dans vos questions éventuelles, pour bénéficier de rééducation spécialisée post-Covid en métropole. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis, c'est 5 patients intubés ventilés, plus d'autres éventuellement en position assise ou en position allongée, mais qui ne seraient pas intubés ni ventilés. Donc, c'est une offre qui est très intéressante. 5 patients, c'est beaucoup, hein, sur une offre de 60 lits, c'est déjà pas mal. Et je voulais savoir aussi le nombre de demandes de passes sanitaires en ligne depuis ce matin. Est-ce qu'il y a un chiffre là-dessus ou pas ? À mon niveau, je n'ai pas cette information-là. Mais comme ça a été ouvert que très récemment, je pense que c'est des informations qu'on pourra vous passer peut-être à la prochaine conférence. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. J'aimerais juste rebondir sur la question de mon confrère parce que, a priori, la plateforme en ligne bug et beaucoup de personnes qui ont voulu avoir leur passe sanitaire n'ont pas pu, ne serait-ce qu'accéder à la plateforme en ligne. On sait qu'il y allait avoir un afflux, que cette saturation avait été anticipée. C'est pourquoi le carnet vaccinal peut également faire office de passe. Mais qu'en est-il et quand est-ce que cette situation pourra être réglée ? Vous savez, hein, le pass sanitaire, c'est un outil. Hein. Voilà. Donc, le temps que l'outil soit mis en ligne, soit
soit expérimenté comme il faut. Donc je pense que dans le courant de la semaine, ce qui est sûr que les services de gouvernement pourront remédier à toutes ces difficultés-là, parce qu'effectivement, on nous a signalé depuis ce matin des difficultés d'accès. C'est peut-être qu'il y a beaucoup trop de personnes qui viennent se renseigner, je ne sais pas. Mais d'ici la fin de la semaine, je pense que les choses devraient d'entrer dans l'ordre. Laurence Pourtoine, c'est la première. Une série de questions que je relaye de nos téléspectateurs. Première question, pour les enfants de 12 à 18 ans, enfin pour les jeunes de 12 à 18 ans, quelle est précisément la réglementation? Test, passe sanitaire ou rien du tout? L'obligation vaccinale, on le sait tous, hein, l'âge, c'est 12 ans. Hein. Le pass sanitaire, je le répète, c'est un outil. C'est un outil pour prouver qu'on est vacciné. Voilà. Donc à partir de là, la question de savoir qui doit donner qui doit avoir le pass sanitaire, elle est corroborée avec le fait d'être vacciné ou pas vacciné, suivant que l'entrée à tel ou tel commerce, l'entrée à tel ou tel endroit est réglementée ou pas. Donc quand vous allez dans un restaurant, c'est sûr que les personnes majeures doivent présenter le pass sanitaire ou prouver qu'ils sont vaccinés. Ils ont un schéma vaccinal complet. Partant de là, les enfants qui n'ont pas l'obligation vaccinale, ils n'ont pas l'obligation d'avoir un pass. Les enfants de moins de 12 ans ou entre 12 et 18, c'est un peu flou? On dit que l'obligation vaccinale, c'est jusqu'à 12 ans. Le pass sanitaire, c'est pour prouver que vous êtes vacciné. Donc, automatiquement, vous avez la réponse, là. L'obligation vaccinale, elle accompagne, quelque part, une obligation. Donc, le pass, qui est un outil, c'est pas parce que... Faut pas... Alors, pardon, moi je suis pas dans ces discussions-là puisqu'elles sont discutées au niveau du gouvernement. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que on en a parlé tout à l'heure. Juste un point, c'est que le carnet de vaccination sert de passe sanitaire pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur la plateforme. Et donc là, ça peut être rappelé de manière utile pour les Calédoniens entre-temps. Alors j'en profite d'avoir le micro. Vous parliez des familles qui ont à subir plusieurs deuils. Est-ce qu'il va y avoir un encadrement des frais d'obsèques? On sait que ça peut aller jusqu'à 600 000 francs. Quand il y a 2 ou 3 personnes, ça fait vraiment lourd pour certaines familles. Sur sa question de participation, voire de prise en charge partielle des frais d'obsèques, le gouvernement a déjà délibéré. Donc la délibération a été envoyée au Congrès. Et je pense que le Congrès va statuer cette semaine sur cette autorisation pour le gouvernement de délimiter quelque part peut-être un pourcentage sur la prise en charge des frais d'obsèques. Mais oui, effectivement, le dossier a été instruit au gouvernement et est proposé à l'étude du Congrès cette semaine. Avant-dernière question. Donc, ce matin, sur les plages de Nouméa et d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde, hein, puisque les enfants rentrent demain. Est-ce que vous nous confirmez que la plage et la baignade sont autorisées dans la mesure où on n'est pas plus de 10 sur le sable? Sur mon papier, ce qui est clair, c'est que les activités interdites, la baignade en fait partie. Et dernière question. Donc, ce qui est clair, c'est que les plages ne sont pas autorisées puisque les baignades sont interdites. D'accord. On peut aller sur la plage sans se baigner. Bon. Dernière question sur les vols internationaux. Vous pouvez très bien vous promener sur la plage, madame, Oui, tout en respectant les distanciations sociales, tout en portant le masque, en évitant de vous attroper à plus de 10 personnes. Je veux dire, il ne faut surtout pas inventer la poudre, il faut rester dans le cadre de la réglementation qui est sortie et des consignes sanitaires qui sont sorties. Voilà. Dernière question pour l'instant. Est-ce que vous allez revoir votre politique en termes de vols internationaux pour l'instant, ou est-ce que rien n'est encore fixé? Est-ce qu'il y aura une septaine? Est-ce qu'il y aura le pass sanitaire métropolitain sera valable ici? Sous quelles conditions et la reprise des vols commerciaux? On m'a indiqué que je m'étais trompé tout à l'heure sur la production du pass sanitaire, mais effectivement le pass sanitaire sera réclamé pour les transports maritimes et aériens domestiques. Voilà.
Une réunion a eu lieu ce matin. Je vous invite à une conférence de presse demain à 14h où tous ces aspects transport seront évoqués. Et puisque vous avez abordé la question du transport international, sachez que le dispositif est en cours d'allègement et on aura certainement des choses à préciser sur cette question. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Une question pour le docteur de Grélan. Est-ce que nos moyens sont suffisants en termes de rééducation des patients? Comment est-ce que ça s'organise? Merci beaucoup pour votre question que j'espérais. Alors, nos moyens ne sont pas suffisants et c'est un problème qui a eu lieu en métropole, mais aussi dans les différents territoires d'outre-mer. On a deux problématiques. La première, c'est celle des séquelles du Covid. Je vous rappelle qu'il y a 100% des patients en réanimation, 70% des patients en soins critiques et 20%, 15 à 20% des patients, tout secteur médecine confondu, Covid, qui vont avoir des séquelles. Quand je parle de séquelles, je parle de, pour quelqu'un de 30 ans, des difficultés à monter au-delà de 2 étages sans être essoufflé, des maux de tête qui persistent, des difficultés à refaire du sport comme avant, c'est sur des durées qui sont longues. Voilà. Donc cette rééducation précoce, elle est nécessaire pour améliorer le pronostic des patients Covid et éviter l'apparition de formes de Covid long qui parfois restent longtemps dans l'hôpital. Donc on travaille depuis 15 jours en partenariat étroit avec la clinique Guindomanien et le CSSR pour mettre en place ce parcours de rééducation qui est déjà en place, mais qui est très probablement insuffisant. Raison pour laquelle, au sein du CHT, on est en train de réfléchir à l'ouverture d'une unité spécialisée, comme elles ont été mises en place en métropole. On appelle une unité de rééducation réadaptation post-réanimation sur des patients qui sont très techniques, qui ne peuvent pas être pris en charge facilement dans les soins habituels de réadaptation. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il existe donc des formes de Covid long avec des patients qui restent des séquelles très importantes, qui empêchent de reprendre une activité professionnelle simple et normale. Et donc on est en train de réfléchir et on est en train de mettre en place une structure de référence avec la DAS au sein du CHT sur la prise en charge des Covid longs, coordonnée par un médecin, enfin plusieurs médecins, mais notamment un, et que je remercie d'ailleurs, il reconnaîtra son nom, pour l'instant je ne vous le donne pas encore, c'est pas fait, mais qui nous permettra de prendre en charge ces patients au mieux. Donc il faut qu'on prévoie le coup d'après, c'est effectivement la rééducation, donc on est en train de travailler dessus depuis une quinzaine de jours. Anthony, des nouvelles, question pour Monsieur de Grélan. Donc on a évoqué les renforts de l'armée, on a évoqué 10 lits en plus. Très concrètement, à quoi pourraient-ils servir ces renforts? Comment travailleraient-ils? Où seraient ces 10 lits? Est-ce que c'est isolé ou pas du Medipol? Est-ce que c'est ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce renfort de l'armée? Très concrètement, Anthony, donc, et pour tous les Calédoniens, ce sont 10 lits qui sont au sein d'un service qui leur sera dédié au Medipôle, très probablement au 2e étage, un service de chirurgie qui a été envisagé pour cette activité. Ce sont des lits dans des chambres classiques qui sont réaménagés en chambres de réanimation, qui permettent d'avoir des patients intubés, ventilés, stables, c'est-à-dire des patients qui sont inconscients, qui sont ventilés par voie mécanique, et qui sont donc stabilisés. C'est des durées d'hospitalisation de 3 semaines environ. Sur 10 lits, les militaires restent 2 mois. Donc sur 10 lits, ça fait plus de 60 personnes, entre 30 et 60 personnes qui pourraient être prises en charge dans cette unité, ce qui nous permettrait de libérer des places en réanimation. Aujourd'hui, en 1 mois, on a pris en charge 200 patients en réanimation. Si on avait eu cette unité, bien sûr, on a fait déjà beaucoup, hein, on aurait pris 30 malades de plus. Donc là, aujourd'hui, avec la reprise des activités et l'adaptation du confinement, eh bien, on risque d'avoir des patients en réanimation en plus. Et donc, grâce à cette unité, on pourrait correctement les prendre en charge. Et alors justement, on sait que là, on voit que le taux d'incidence baisse tous les jours un petit peu plus.
On sait également que le taux de saturation ou de dépassement des capacités du Medipôle, notamment en réa, sera un des derniers avec celui des morts à reculer. On craint une deuxième vague. On sait qu'il y en a encore pour quelques jours, voire quelques semaines de saturation des hôpitaux en la situation actuelle. Vos projections, pendant combien de semaines ou de mois on pourrait encore avoir les services hospitaliers saturés ou presque saturés? C'est pas une question de jours, j'imagine qu'on est plutôt sur de longues semaines. Alors, j'y pense tout le temps, et j'ai pas complètement la réponse. On y pense tout le temps, on essaye de faire des modélisations mathématiques avec la coordination avec le groupe expert pour affiner au mieux ces prédictions, ces prévisions. Et il est nécessaire, je pense, je vais vous répondre d'une autre manière, on va garder au moins 100 lits Covid. Là, on a 236 lits Covid aujourd'hui. On va en garder 180 d'ici la fin de la semaine pour donner aux patients non Covid qui arrivent de plus en plus nombreux, et je les remercie, parce que c'est important de venir consulter à l'hôpital. Eh bien, on va diminuer notre capacité en lit Covid jusqu'à 150 environ pendant une semaine, 10 jours, puis ensuite jusqu'à 100. On a prévu de garder 100 lits pendant les prochaines semaines, probablement 3 semaines. Et ensuite, on verra si on baisse en dessous de ces 100 lits. On ne baissera pas en dessous de 100 à 150 lits tant qu'on n'aura pas vu si une deuxième vague arrive. Et on a prévu déjà un système retour en arrière pour réaugmenter jusqu'à 200 lits si cette vague arrivait. Juste un petit mot pour saluer le travail des soignants qui ouvrent un secteur, ferment un secteur. On a détruit des services en les disloquant au sein de l'hôpital pour pouvoir accueillir mieux les patients, des infirmières qui travaillaient ensemble depuis longtemps, des infirmiers, des aides-soignants qui ont été répartis dans d'autres services pour répartir la charge de soins. C'est un très gros travail, c'est une grosse souffrance aussi de la part des soignants qui s'adaptent aux patients et pas à leur qualité de travail. Et je les salue parce que vraiment, cette réactivité du Medipôle en un mois dans un sens et maintenant dans l'autre sens, elle est très compliquée, très difficile à faire sur le plan technique, sur le plan humain aussi. Morgane Boucher, Radio Rythme Bleu, à nouveau, c'était pour une petite précision concernant les activités qui étaient autorisées sur la durée de 3 heures et 10 km autour du domicile. C'était la promenade habituelle, là. Voilà, c'était 1 heure avant, aujourd'hui c'est 3 heures. On est toujours autour de cette mesure-là qui a simplement été allégée, on va dire. Merci. Alors, trois questions. D'abord, une petite... vous avez évalué la jauge pour notamment les restaurants, ou c'est des tables de combien, on le sait, ou on s'adapte avec 1 mètre de distance? Pour les restaurants, je crois qu'entre les tables, c'est 2 mètres. Et 2 mètres. La jauge, elle dépend de la capacité du restaurant, de la salle de restaurant, en quelque sorte. Monsieur de Grélan, est-ce que vous avez une première évaluation sur les patients qui ne sont pas Covid et qui ne sont pas venus se faire soigner? Est-ce que vous avez déjà de retour des gens qui auraient des insuffisances cardiaques, respiratoires, des cancers et qui ont préféré ne pas venir, hein? Alors oui, déjà on a l'expérience du précédent confinement. On avait une augmentation de presque 20% des insuffisances cardiaques post-confinement, parce que les gens, ils avaient fait des infarctus à minima, ils n'étaient pas venus consulter, et donc ils avaient eu derrière des cœurs qui avaient moins bien fonctionné, ce qui est une catastrophe en soi. Donc on va avoir les mêmes aujourd'hui. Au niveau des AVC, on n'a pas eu tellement de baisse du nombre d'AVC, mais très probablement on va en avoir encore un peu plus. Voilà. Donc on sait que l'activité elle a globalement baissé de 50% non Covid, voire même plus 60%. Donc cette activité de 50% de malades chroniques non suivis, elle va devenir 75 avec des malades plus graves derrière. Je m'explique, quelqu'un qui vient pas consulter alors qu'il a un suivi à faire, un diabétique par exemple qui ne prend plus en charge correctement son diabète parce qu'il y a eu un décès, parce qu'il y a eu d'autres choses qui l'ont préoccupé, etc., laisse sa maladie s'aggraver, et quand il doit consulter, et finalement quand il consulte, c'est en urgence parce que il a une infection, parce qu'il a une maladie grave qui vient compliquer son diabète qui était pas bien équilibré, parce que
il avait un peu abandonné le suivi. Voilà. Et ça, il ne faut pas le faire. On avait travaillé avec la clinique pour qu'ils prennent en charge ces patients-là au maximum non Covid. Aujourd'hui, on va réouvrir les consultations à partir de mercredi sur des petits volumes de consultations, pour permettre de reprendre en charge ces patients. Vous nous confirmez, par exemple, qu'il n'y a pas d'urgence neuro à Magnin, comme on nous l'a dit, en fait. Par exemple, je pense aux AVC, je pense... Non. Donc, clairement, les urgences, ce qu'on a gardé jusqu'au bout au Medipôle, ce sont les urgences neurologiques, les urgences cardiologiques, les urgences hématologiques, les urgences infectiologiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui n'existent pas à la clinique, ni neurologie, ni hématologie, ni infectiologie, ni cardiologie d'urgence. Quand on fait un infarctus, il faut faire un examen qui s'appelle la coronarographie. C'est au Medipôle qu'on l'a fait. Quand on fait un AVC, on peut faire une thrombolyse pour sauver des gens. C'est au Medipôle qu'on l'a fait. Donc on a gardé depuis le début ces malades. Je ne sais pas où vous avez lu ça, mais ça n'a pas... Il n'y en a pas à Magnin. Il n'y en a pas à Magnin. Et il n'y en aura pas probablement jamais. Anthony des Nouvelles, une question pour Monsieur Thuyenon. Je vais quand même rebondir sur les activités autorisées ou pas autorisées, parce que la semaine dernière, on nous a indiqué que le paddle, la planche à voile, les activités nautiques individuelles étaient autorisées. Là, on nous dit la plage est autorisée, mais la baignade n'est pas autorisée. Les activités physiques jusqu'à 10 personnes sont autorisées, notamment en plein air. Donc, ce serait quand même intéressant d'avoir la liste de ce qui est autorisé et surtout de ce qui n'est pas autorisé, puisque si le paddle est autorisé, on pourrait croire qu'on peut se baigner, par exemple. Est-ce qu'on a une liste claire de ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé ? Oui, on fournira cette liste-là très clairement, monsieur, pas de souci. Et pareil, question un peu pratique et plus précise, on est interpellé par certains lecteurs sur la règle pour la pêche. On sait que la pêche vivrière est de nouveau autorisée. Il est dit qu'il faut rester proche de la mise à l'eau ou du lieu de départ. Il y a des lecteurs qui nous interpellent sur la distance. Qu'est-ce que c'est proche du lieu de départ dans le cas de la pêche de subsistance ? Non, mais l'allègement, le gouvernement l'a pris, c'est pour coller à la réalité de notre pays. Vous savez comme moi que beaucoup de personnes qui vivent dans nos villages, dans nos tribus, dépendent aussi. C'est une activité de subsistance en quelque sorte, comme la culture d'igname, du taro et tout ça. Donc ces personnes-là, quand ils vont à la pêche, quand ils vont à la chasse, ils vont à côté de leur domicile en quelque sorte. Donc c'est ceux-là qui sont autorisés. À partir du moment où ça commence à devenir de la plaisance, là c'est interdit. Voilà. Donc c'est pour simplement coller à la réalité de la vie de notre pays, tout simplement. Mais si les personnes qui vivent en brousse comprennent très bien ce qu'on leur dit. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour ceux qui vivent peut-être dans le Nouméa, le Grand Nouméa, parce que quelque part aussi, la pêche, la chasse permet de compléter l'alimentation, mais beaucoup moins que ceux qui vivent en brousse, parce que c'est une activité de subsistance. Donc, quand on parle d'activité ouverte, c'est parce que ça permet de vivre. La personne qui va au champ, elle va à la pêche, et elle va à la chasse. C'est un complément de sa vie de tous les jours. Donc c'est cela qu'on autorise. Mais quand vous allez à la chasse, monsieur, la plupart du temps, vous n'allez pas avec des troupeaux. Vous arrivez. Sinon, c'est plus de la chasse, sinon c'est du loisir. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui vont à la chasse par petits groupes, la plupart du temps moins de 10 personnes. Ils vont à la chasse, à la pêche. Donc c'est cela qu'on autorise. Parce qu'ils prennent le bateau à côté de la maison, parce qu'ils vont derrière la maison, à la montagne derrière, ou ils vont sur les terres coutumières qui sont autour de nous, sur la propriété privée. Il n'y a pas de souci. C'est l'habilité de vivrière, de subsistance. Voilà. Ce qu'on ne veut pas autoriser, c'est que ça commence à devenir du plaisir, du loisir, de la plaisance. Là, ça commence à poser des difficultés. Voilà. Docteur de Grélan, nous avons diffusé sur Laurence Pourtois, NC La Première. Nous avons diffusé sur NC La Première il y a quelque temps un reportage sur le transport des malades à Tahiti vers la métropole. Et il semble que l'option se soit priorisée sur des malades qui étaient très atteints. C'est-à-dire qu'on a vu un reportage avec un avion avec seulement
5 malades couchés, avec des équipes qui venaient de Paris, qui étaient très, très lourdes, très spécialisées. Notamment, on a vu des méthodes de transport par tortue qui sont très, très spécialisées avec des gens de métropole. Est-ce que c'est par là que vous allez vous orienter plus que des malades assis ? Alors, donc l'option utilisée par le SAMU de Paris et qui est venu chercher les malades à Tahiti, c'est une option effectivement 10 patients intubés et ventilés. Donc c'est une des options qui sont à l'étude aujourd'hui, avec une option RK1 où il y a 5 malades intubés ventilés qui sont dans des conditions à peu près identiques. Ce sont des malades qui sont, comme vous l'avez dit très justement, graves, mais pas instables. Parce que le vol il est très long, que on peut pas prendre en charge ces malades-là dans d'autres réanimations. Par exemple au Japon, si on fait un arrêt au Japon, on peut pas donner ces malades-là à la réanimation japonaise. Donc voilà, c'est des malades qui doivent rester stables sur l'ensemble du trajet et qui ne doivent pas avoir une perte de chance par ce vol. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de les faire partir. Donc c'est vraiment important de bien proposer aux bons malades ce voyage. Voilà, c'est toute la difficulté en fait au départ, et donc nos réanimateurs depuis 4 semaines réfléchissent à ces choix de patients. Pour l'instant, ils n'ont pas encore 5 patients, mais peut-être que d'ici la fin de la semaine, ils en auront 5 à proposer. En tout cas, 8 ou 10, c'est sûr qu'ils ne les ont pas, malgré les 30 intubés que nous avons aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment des malades très stables. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer là. Et je vous donne le rendez-vous demain à 14h. On parlera plus spécialement des aspects de transport, si vous voulez bien. N'oubliez pas d'aller vous faire vacciner. Hein. Et de vous faire tester. Et vous faire tester. Merci. Merci.